Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette session de France Association Santé très régionale. Bravo pour cette initiative qui nous permettra de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de vos associations et d'interagir avec les usagers. Avant de donner la parole à nos experts et à notre modérateur Thomas, je suis Frédéric et je me permets quelques éléments techniques pour que vous soyez confortablement à l'aise avec ce webinaire. Je vous conseille d'être en connexion sur Google Chrome pour avoir une meilleure connexion parce que cet outil fonctionne mieux sur Google Chrome. Si vous avez des problèmes de connexion, cliquez sur le lien qui vous a été envoyé, celui sur lequel vous avez la possibilité de nous rejoindre. Un problème de son ou d'image, rafraîchissez votre page et veillez à être sur Google Chrome, aussi en connexion filaire plutôt qu'en connexion Wi-Fi pour avoir une meilleure bande passante et bénéficier de tous les bons conseils de la session. Voilà, si vous avez le moindre problème, vous avez la possibilité de me contacter sur le chat et j'essaierai de répondre à vos attentes. Nous avons notre modérateur de France Association Santé, ici Thomas, à qui je donne la parole avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de France Asso Santé PACA. Nous devions nous retrouver normalement sur Marseille, il y a quelques jours de ça, à l'occasion de notre journée régionale. Malheureusement, la Covid en a décidé autrement. Donc la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, elle ne pouvait pas plus attendre. C'est pourquoi les membres du bureau de France Asso Santé PACA ont décidé d'organiser sur 2 lundis notre tour des nouvelles organisations du système de santé sur notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, je remercie tout particulièrement nos intervenants du jour. Donc, je vous remercie de lever la main lorsque je vais vous présenter. On commence par Monsieur Alexis Vervial, qui est conseiller technique pour France Asso Santé. Il nous parlera du volet groupement hospitalier de territoire et des différents retours depuis leur création. Nous avons ensuite Monsieur Jean-Yves Maquet, qui est représentant des usagers au centre hospitalier Édouard Toulouse et au groupement hospitalier de territoire des Bouches-du-Rhône. Il est président délégué de l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques des Bouches-du-Rhône. Il nous parlera de son rôle au sein des groupements hospitaliers de territoire des Bouches-du-Rhône. Nous avons Madame Rachel Charef, qui est coordinatrice sociale pour la plateforme territoriale d'appui Pratique Santé, qui nous parlera du rôle des PTA et du nouveau dispositif qui se construit, des dispositifs d'appui à la coordination, les DAC. Nous avons Marie-Laure Loumedi-Luna, qui est présidente de l'Association des diabétiques d'Aix-Pays de Provence, patiente expert, représentante régionale des associations des diabétiques, AFD fédérée du Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentante des usagers élue au bureau de France Asso Santé PACA et présidente de la commission des usagers du centre hospitalier du Pays d'Aix. Elle est représentante d'usagers au sein de la plateforme territoriale d'appui Apport Santé, présente sur les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Nous avons Frédéric Zenouda qui sera le modérateur de ce webinaire et je serai l'animateur de ce webinaire aujourd'hui. Je suis Thomas Roux, le coordinateur régional de France Asso Santé PACA. Afin de débuter nos échanges, qui seront à coup sûr riches en informations, je laisse la parole à notre président national, Monsieur Gérard Raymond, qui nous a fait une vidéo. Voilà. La démocratie en santé n'est pas qu'un plaidoyer parisien. La démocratie en santé, c'est aussi, et je dirais surtout, l'action territoriale, que ce soit dans les établissements de soins médicaux, sociaux, que dans l'espace libéral du premier recours. Les textes réglementaires nous accordent une représentation. Nous sommes donc les représentants des usagers de la santé, les fameux RU. Si nous voulons, comme vous l'avez indiqué sur votre affiche, passer du pour au avec, RU, prenez votre place, nous devons passer de la représentation à la participation. Cependant, participer exige que nous relevions au moins 3 défis. Le premier, c'est l'engagement et le recrutement. Comment mobiliser nos associations membres
à être plus participatifs dans le recrutement des nouveaux bénévoles. Le deuxième défi, c'est la formation. C'est le défi essentiel si nous voulons jouer notre rôle d'acteur de santé. Cette formation repose sur une meilleure connaissance du système de santé, de ses évolutions, des nouvelles missions des instances de la démocratie en santé. Ces formations doivent aussi aborder les nouvelles postures de notre rôle de représentant des usagers. Apprendre aussi à entretenir des relations avec les autres acteurs du système de santé. Et même, et surtout, dirais-je, si nous ne partageons pas toutes les postures avec eux. Ces formations doivent aussi nous apprendre à nous enrichir des expériences des autres, partager les attentes et les besoins des communautés que nous représentons. Il va de soi qu'un représentant des usagers ainsi formé doit porter une parole associative. C'est donc un collectif qu'il représente. Son expertise est la synthèse d'une position construite par l'ensemble des associations agréées. Enfin, un dernier défi est devant nous. Si nous voulons réussir à développer la démocratie en santé, c'est la reconnaissance de notre engagement et de nos compétences par les pouvoirs publics. Ce n'est pas un salaire qu'il nous faut, mais bien plus l'acceptation que notre rôle est essentiel dans l'évolution de notre système de santé sur tous nos territoires. Cette reconnaissance, nous la gagnerons si nous savons être unis et représenter une force démocratique responsable, porteuse de propositions, fondée sur les valeurs de défense des droits, de protection, de solidarité et d'humanisme. Je vous souhaite de beaux débats et je vous fais entièrement confiance. Voilà qui est joliment dit. Un beau discours du président de France Asso Santé. On le remercie de cette attention. Ce webinaire d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va nous permettre de parler des groupements hospitaliers de territoire et des plateformes territoriales d'appui. Donc, ça va nous permettre de comprendre toutes ces évolutions et leurs répercussions sur les usagers aujourd'hui, de définir de nouvelles façons de voir le rôle des représentants d'usagers dans cette organisation de la santé, en dehors des établissements qu'on a l'habitude de pratiquer maintenant depuis un moment, et de créer de nouveaux partenariats entre professionnels et représentants d'usagers. Le but, ça va être aussi d'apprendre des retours d'expérience des représentants d'usagers qui sont présents aujourd'hui ici, pour les reproduire sur d'autres territoires et de faire évoluer nos pratiques et bien sûr la démocratie en santé. Alors, nous n'aimons pas utiliser d'acronymes au sein de France Asso Santé, mais merci de nous excuser d'avance si on en utilise quelques-uns aujourd'hui, parce que groupement hospitalier de territoire ou GHT et plateforme territoriale d'appui PTA sont un peu longs. Donc vous verrez qu'à l'issue de ce webinaire, ces deux acronymes et ces nouvelles organisations n'auront plus de secret pour vous. Donc merci de nous en excuser. Alors je me tourne vers Alexis Vervial. La première question, on va commencer sur les groupements hospitaliers de territoire. Bonjour Monsieur Roux. Bonjour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en PACA. L'idée, c'était de présenter un petit peu ce que c'était un GHT et sa composition et à quoi ils servent en fait sur un territoire. Pardonnez-moi, Alexis, je suis désolé, j'interviens une seconde. Nous avons la chance d'avoir une modératrice sur le chat aussi qui a eu la gentillesse de mettre l'explication des acronymes. Et je vous rappelle en préambule que vous aurez accès au replay de cette session à loisir qui vous permettra de reprendre les notes nécessaires si vous avez loupé quelques informations. Pardonnez-moi pour cette interruption. Alexis, pardon. Il n'y a aucun problème. Superbe intervention, Frédéric. Non, je suis ravi de vous retrouver parce que c'est hyper important qu'on fasse de la pédagogie sur ces sujets-là parce que c'est vrai que les acronymes sortent tout le temps.
dans les médias, dans les news, sur les réseaux sociaux, on les voit tout le temps sortir et derrière, on voit pas forcément la réalité qui est derrière tout ça. Alors Thomas, tu me demandais, on se tutoie, Oui, on est entre nous ici aujourd'hui. Tu me demandais en fait, j'ai acheté. Donc j'ai acheté, en effet, c'est quoi? Donc en fait, le GHT, c'est un groupement hospitalier de territoire, comme il a été dit dans le chat. En fait, le groupement, je vais détailler par lettre. Le G comme groupement. Donc groupement, pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de l'élaboration d'une vraie stratégie de groupe. Vous savez que les groupes d'hospitalisation privés se sont réunis. Il y a eu un énorme mouvement des cliniques en France de regroupement de cliniques. Il y avait des petites cliniques entrepreneuriales, ça et là, qui se sont regroupées. Et donc, pour faire face à ce regroupement de mouvements de cliniques, on a décidé, les différentes lois hospitalières ont décidé successivement de se dire, finalement, le privé s'organise en groupement. Il nous faut une force publique de groupe pour organiser les soins hospitaliers sur le territoire. D'où le G de groupement. Alors, hospitalier, pourquoi hospitalier? C'est le H de hospitalier, c'est que ça constitue un dispositif de coopération obligatoire qui s'impose à tout établissement public de santé. Ça, c'est important à dire pour ceux qui nous écoutent, c'est que finalement, tout établissement public de santé hospitalier doit, c'est pas peut, c'est doit participer à un groupement hospitalier de territoire. Et enfin, de territoire, le T, c'est parce que il y a un découpage en fait qui a été fait suivant les régions, qui peut différer suivant les régions. Alors en PACA, quel est le choix qui a été fait notamment par l'Agence régionale de santé, mais en concertation avec les fédérations hospitalières notamment, c'est celui d'un découpage départemental. Alors quels sont, et j'aurais répondu à ta question en entier sur ce sujet, il y a 6 groupements hospitaliers de territoire en PACA, donc le GHT des Hautes-Alpes, le GHT des Alpes-Haute-Provence, GHT des Alpes-Maritimes, GHT du Vaucluse, GHT des Bouches-du-Rhône et GHT du Var. Ça a été un découpage qui a été choisi comme ça, suivant les départements. Mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est que qui dit territoire dit disparité territoriale, différence territoriale. Et je vais vous citer un exemple très simple que vous allez comprendre tout de suite, c'est que le GHT des Hautes-Alpes fait 5 établissements publics, comprend 5 établissements publics, 140 000 habitants, alors que le GHT des Bouches-du-Rhône fait 13 établissements publics et 2 millions d'habitants. Donc, qui dit GHT dit territoire et dit découpage différencié, et on verra par la suite que ça pose différents problèmes puisqu'il y a des GHT qui sont parfois trop grands ou d'autres trop petits. Voilà. En effet. Et je me tourne du côté de Jean-Yves Maquet, qui est représentant d'usagers. Comment êtes-vous devenu représentant d'usagers en GHT et quelles sont vos missions dans ce gros GHT que des Bouches-du-Rhône en plus? Alors, la désignation s'est effectuée en 2 temps. Et il y a d'abord la désignation comme représentant des usagers et ensuite la désignation par l'hôpital au GHT. Alors, la première partie, c'est la mieux connue, mais je la rappelle peut-être. C'est l'ARS qui nomme les représentants des usagers sur proposition des associations agréées. Alors, dans mon cas, l'association agréée, c'est l'UNAFAM, l'Union nationale des parents et amis de malades et handicapés psychiques, qui donc a proposé ma candidature à l'ARS, qui l'a accepté. C'est comme ça que je suis devenu, pour 3 ans, ce sont des mandats de 3 ans, représentant des usagers au centre hospitalier Édouard Toulouse à Marseille. Donc le mot Toulouse, c'est le nom de famille du fondateur de l'hôpital, mais le lieu c'est Marseille et c'est bien dans les Bouches-du-Rhône. Et donc nous sommes à Édouard Toulouse, nous sommes comme dans tous les établissements, 2 représentants des usagers titulaires et 2 représentants des usagers suppléants. C'était l'hôpital Édouard Toulouse, dans son conseil de surveillance, qui nous a dit un jour qu'il y avait, mais il y a déjà 3 ou 4 ans, il y avait ce GHT des Bouches-du-Rhône qui existait
Il s'appelait comme ça à l'époque, GHT 13. Depuis, il a changé de nom, il s'appelle GHT Hôpitaux de Provence. Et l'hôpital nous a demandé, nous les représentants des usagers, si nous acceptions d'être les délégués d'Édouard Toulouse comme représentants des usagers au GHT. Et c'est comme ça que nous avons accepté, ma collègue Clotilde Bellégo et moi-même, donc les deux représentants titulaires, nous sommes devenus les représentants au GHT. D'accord. Donc il y a 2 représentants d'usagers par établissement au sein du GHT des hôpitaux de Provence. Oui, il y a 13 D'accord. établissements, parce qu'il n'y a que les hôpitaux publics, comme vous l'avez dit au départ. Oui. Donc il y a 13 hôpitaux publics, plus l'hôpital d'instruction des armées, l'Aveyran, comme une sorte de 14e établissement. Et nous sommes donc 2 représentants dans chaque établissement, alors sauf quelques rares établissements qui n'ont nommé qu'un seul représentant. D'accord. Et donc, quelles sont vos missions pour l'instant? Est-ce que vous avez pu prendre un petit peu vos missions depuis que vous avez été missionné sur ce poste, ce mandat? Et oui, alors la première, bien que les mandats de représentants des usagers soient de 3 ans, nous en sommes déjà au 2e mandat de représentant des usagers pendant lequel ce GHT existe. Pour mémoire, le dernier mandat, c'est la période décembre 2019 à décembre 2022. C'est dans ce mandat-là que nous sommes. Mais ça avait commencé dans les 3 ans précédents. Et c'est en 2017 que nous avons eu la première réunion du comité des usagers où Marie-Laure, qui est ici présente, fait partie comme moi de ce GHT. Et alors nos missions, c'est d'être la même chose que dans l'hôpital, mais au niveau du groupement. Nous sommes les voix et les représentants, voix VOIX, des patients et des familles de patients à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Et Alexis, je reviens vers toi par rapport à ces GHT. On dit CDU, mais est-ce que c'est aussi des CDU, des comités, des commissions des usagers, ou quelle forme ça prend? Alors, mon cher Thomas, figurez-vous que, et c'est ce qui va différencier la CDU établissement, comme ça a été très bien expliqué par notre représentant des usagers, des CDU, excusez-moi pour les signes, mais des CDU de GHT. En fait, il y avait le choix entre une commission des usagers de GHT ou un comité. Voilà, donc alors aujourd'hui on a le recul. Alors peut-être me direz-vous les différences. Dans un cas, en fait, il y avait une supra dans le cas de la commission des usagers de GHT, on a une commission des usagers qui chapeaute les autres commissions. Avec les commissions des établissements qui sont membres, qui délèguent par délibération tout ou partie de leurs compétences à la supra-CDU de GHT. Cette délégation, elle doit être prévue dans la convention constitutive, donc qui est le document de création du GHT. Donc, dans un cas, il y a un risque, entre guillemets, d'affaiblissement de la CDU de l'établissement, et dans l'autre, c'est une instance plus légère permettant de s'adapter aux particularités locales, et chaque CDU établissement garde ses compétences. Alors, les représentants des usagers ne s'y seront pas trompés, figurez-vous, puisque finalement, ils ont tous choisi, enfin, à la quasi-exclusivité, puisque 70%, on a le recul aujourd'hui des statistiques, 70% dans 70% des GHT, on a un comité, donc sans délégation par rapport aux commissions des usagers en local. Voilà. D'accord. C'est super. Et dans ces comités, est-ce que sur quelles missions, sur quels axes, est-ce qu'il n'y a pas des filières? J'ai entendu ce mot filière. Est-ce que Alexis, tu peux m'en dire un peu plus des filières? Alors oui, je vais en dire un peu plus parce que c'est le concept clé à utiliser lorsqu'on parle de GHT. En fait, c'est hyper important parce que il y a d'ailleurs 2 concepts clés. Il y a celui de la gradation des soins. C'est quoi finalement une stratégie de groupe d'hospitalisation publique? C'est de dire aujourd'hui, on a plusieurs établissements avec un niveau de spécialisation qui est différent.
Vous avez un niveau très spécialisé qui peut être le CHU, un niveau intermédiaire qui peut être un niveau de référence et un niveau de proximité qui peut être le niveau des hôpitaux de proximité qu'on connaît avec, par exemple, notamment des services de gériatrie, quelques lits de médecine, etc. Finalement, la filière, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, on se dit, mais qui est le meilleur où? Les CHU, on sait très bien qu'ils sont le meilleur dans des soins techniques spécialisés de pointe. Et donc, les actes qui vont être les plus techniques, comme de la chirurgie de pointe, des prises en charge sur des maladies rares, on va les placer au niveau tout en haut du GHT, sur le niveau de spécialité, en fait. Ensuite, sur les établissements de taille intermédiaire, on dira, bon voilà, il peut y avoir des prises en charge normales, et sur les établissements de type proximité, les hôpitaux de proximité, on a des prises en charge moins complexes, des prises en charge simples, mais qui permettent un niveau de proximité au plus proche des patients sur les territoires. Et la filière, c'est quoi? C'est de se dire, aujourd'hui, on va donner à chacun un rôle sur le territoire en fonction de ses compétences. Et une filière, c'est ça. C'est en fonction de l'endroit où vous allez être pris en charge, vous allez être pris en charge au plus proche des besoins et au plus proche de la technicité de la prise en charge. Je donne un exemple très concret sur une filière de cancérologie. En proximité, sur le niveau de proximité au plus proche des usagers, on pourra avoir, par exemple, au niveau du CH de proximité, de la chimiothérapie orale. Au niveau intermédiaire de référence, on pourrait avoir, par exemple, des interventions chirurgicales de type intermédiaire, voire des radiothérapies et des chimiothérapies. Et enfin, au niveau très spécialisé, en filière cancéro, on peut avoir des interventions chirurgicales pour des tumeurs rares ou des inclusions dans des protocoles de recherche très, très spécialisés. C'est ça la filière, on répartit les patients en fonction de la complexité de leur maladie et tout ça dans un continuum qui va du plus simple au plus complexe, mais organisé entre établissements publics, alors que c'était pas fait forcément avant. D'accord, merci Alexis pour cette image justement de la répartition des filières, voilà. Parce que il me semble que justement les comités des usagers en GHT se saisissent de ces questions de filières. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Maquet. Comment, au sein du GHT des Bouches-du-Rhône, vous avez été intégré ou pas dans la construction ou l'animation de ces filières? Alors, chronologiquement, la première chose qui s'est passée, c'est qu'on nous a présenté en comité des usagers le premier projet médical partagé. On dit maintenant médico-soignant partagé, mais enfin ça ressemble. C'est-à-dire que les travaux qui avaient été commencés entre médecins, entre directeurs d'hôpitaux aussi, et qui avaient organisé déjà en filière, donc dans les Bouches-du-Rhône, il y a 16 filières, eh bien, on nous a présenté ce découpage lors d'un comité des usagers. Donc, ça nous permettait, pour chacune des filières, de voir où en était le début des travaux et de donner éventuellement un avis là-dessus. Ensuite, nous sommes passés au stade d'après qui a consisté à dire nous pensons qu'il serait bon que nous, les représentants des usagers, nous puissions travailler non seulement en comité des usagers, mais aussi dans les filières, en nous répartissant dans les filières, en les choisissant et en œuvrant au plus près de chaque groupe. Je vais peut-être donner un exemple de ce que sont les filières, quelques-unes sur les 16. Volontiers. Il y en a d'abord eu 10 qui chronologiquement ont été organisées. C'est les urgences, la biologie, l'orthopédie, la pharmacie, le neurovasculaire, la cardiologie, la psychiatrie, l'imagerie, la gériatrie et la pédiatrie. J'ai donné les 10. Et puis, il y en a 6 qui sont venus plus récemment, dont les oncologies, il y en a plusieurs, l'hospitalisation à domicile, les soins critiques et la périnatalité qui est en cours de constitution. Voilà les filières dans les Bouches-du-Rhône. Et nous avons donc souhaité, nous les représentants des usagers, être associés aux travaux des filières et pas seulement à la vue globale en comité des usagers. Alors, il y a une première filière qui a réagi à notre proposition il y a 2 ans déjà, c'est la filière psychiatrie. Et c'est celle dont je fais partie du fait de l'association à laquelle j'appartiens.
et la psychiatrie. Donc il y avait tout un groupe de travail organisé avec un comité de pilotage et des sous-groupes de travail. L'animateur, le pilote de cette filière, c'est Monsieur Pascal Rio, qui se trouve être le directeur d'un des hôpitaux spécialisés en psychiatrie dans les Bouches-du-Rhône, celui de Montpellier. Donc, il nous a accepté. Donc, nous sommes 3 représentants des usagers à avoir fait partie de ce travail de filière. Alors, nous avons eu 2 réunions du comité de pilotage de la psychiatrie en 2019, 2 en 2020, et ceci s'est ajouté aux réunions globales du comité des usagers global. Alors, pour les autres, pour dire un mot des autres filières, nous avons là aussi demandé à en faire partie. On a vérifié entre nous, d'ailleurs en partie grâce à France Asso Santé qui nous a permis d'organiser 2 vidéoconférences entre nous pour nous coordonner, entre représentants des usagers, et pour vérifier que nous étions motivés pour proposer nos candidatures et que nous serions prêts à nous investir. Et ça nous a permis de proposer, et ça a débouché pas plus tard que jeudi, juste avant le week-end, là, nous avions le comité des usagers de 2020, qui ne s'était pas encore réuni, et nous avons pu formuler nos 2 demandes. La première était que le comité des usagers se réunisse 2 fois par an, au lieu d'une fois par an, qui était même devenue une fois tous les 2 ans, là, avec le Covid. Donc, 3 réunions en 4 ans, là, bon. Et ça a été parfaitement accepté comme cela. Il semble même que la réflexion avait évolué de façon parallèle et symétrique au sein de l'organisme de l'établissement support, la PHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, il est donc décidé depuis jeudi que nous allons pouvoir nous investir dans les 16 filières, et nous avons vérifié, nous avons des candidats représentants des usagers pour chacune des 16 filières, avec parfois même jusqu'à 3 ou 4 candidats, donc on va s'organiser en commune. D'accord. Alexis, vous voulez réagir? Je voulais juste réagir, dire que le cas de monsieur était quand même particulièrement bien. Il y a c'est quand même, il faut quand même se rendre compte que nous, on avait fait un petit sondage sur les filières au départ auprès de quelques représentants des usagers, et la plupart n'étaient pas informés de l'existence de filières, n'étaient pas informés de la tenue de ces instances, n'étaient pas informés, voire même des découpages. Pour vous dire, parce que les découpages des groupements hospitaliers des territoires n'ont pas forcément fait l'objet d'articles, notamment dans la presse quotidienne régionale. Donc, on ne peut que se féliciter de cet exemple d'investissement accru des représentants des usagers, parce que malheureusement, au départ, il y a un écho. J'ai rien touché pour l'instant. Non, voilà, c'est Madame Charef qui avait. Et donc, juste pour finir mon propos, nous, la critique qu'on a émise très rapidement, c'est que CGHT était très auto-centré en fait. Les professionnels de santé étaient concentrés, les directeurs d'établissement étaient concentrés à rédiger ce projet médical, mais finalement, dans la bataille, on a oublié les usagers et les représentants des usagers qui n'ont pas tellement été associés aux filières. Donc moi, je suis très heureux d'entendre dire que c'est possible et que cette association est possible. Je m'arrête là. Après, justement, pour réagir à ce que disait Alexis, Monsieur Maquet, ça n'a pas été de tout repos. Comment comment vous y êtes-vous pris pour arriver à ça? À mon avis, c'était pas un claquement de doigts. Non, c'est vrai. Enfin, on avait le bel exemple de la psychiatrie dont je vous ai parlé, avec une antériorité sur 2 ans, depuis février 2019 jusqu'à ces derniers temps. Donc ça nous a servi d'exemple pour essayer de convaincre les organisateurs, à la PHM notamment, il y a une cellule opérationnelle, et pour les convaincre que ça valait la peine de pousser nos propositions, que nous serions constructifs comme nous le sommes dans les hôpitaux, que il fallait vaincre peut-être quelques réticences qui sont bien naturelles, qui existent aussi dans les hôpitaux vis-à-vis des représentants des usagers, en tout cas parfois au départ. On nous a bien confié qu'un représentant des usagers dans un hôpital, on se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire, est-ce qu'il va nous compliquer la tâche ou pas, alors qu'il y a déjà les médecins d'un côté, l'équipe administrative de l'autre,
les directeurs de soins et puis les représentants de tous les salariés de l'hôpital. Ça fait déjà plusieurs populations qui ont l'habitude de travailler ensemble et parfois harmonieusement, mais parfois avec des conflits d'intérêts et de différences. Et donc, de rajouter des représentants des usagers là-dedans, ça pouvait inquiéter un peu, voire se dire que ça allait être inutile. Alors, il se trouve, je crois, qu'on a gagné dans beaucoup d'hôpitaux. Nous, ça nous a été dit à Édouard Toulouse, il n'y a pas encore très longtemps, que toutes les personnes de la direction de l'hôpital ou de la communauté médicale d'établissement, finalement, se réjouissaient d'avoir un apport donc constructif, comme je le disais, ça je crois que c'est la base, et puis qui donne un œil, qui se met à la place, c'est notre rôle tout simplement, de nous mettre à la place des patients ou des familles de patients, et de pouvoir faire des remarques par rapport à tout ce que l'on voit passer dans les conseils de surveillance ou dans les commissions des usagers, dans les hôpitaux. Et bien là, pareil, au GHT, là, cette fois, ça a été lancé. Le directeur de la PHN, monsieur Arnaud, qui était présent au comité des usagers jeudi, a donné son accord pour que dans toutes les filières, tous ceux qui sont présentés, que nous avons présentés, puissent intégrer donc les filières à partir de maintenant. Donc ça, on peut dire qu'on a mis 3 ou 4 ans à être dans toutes les filières, mais on y est, et comme il y a eu quand même des interruptions assez importantes du fait du Covid, il va falloir relancer d'ailleurs certaines filières qui se sont un petit peu mises en suspens, et c'est le bon moment aussi pour qu'on arrive, et c'est bien. Thomas ? Oui. Thomas, pardonne-moi, si je puis me permettre, il y a une question de Philippe Notin qui reste en suspens, et je pense qu'il est important qu'on puisse lui répondre. Quelle organisation dans les départements qui n'ont pas de CHU? Alors peut-être Alexis peut nous répondre. Oui, alors en fait, pour être un petit peu précis, donc j'ai dit au début, tout établissement public de santé est obligatoirement partie à un GHT. Ça, c'est le premier point. Le point annexe à ça, c'est qu'il peut y avoir aussi des établissements médico-sociaux associés volontairement. Il peut être parti. Le deuxième point que j'ai pas développé, mais je le développe, merci pour votre question, c'est que la loi prévoit un lien obligatoire entre le CHU et le GHT pour la coordination notamment des activités universitaires. Donc, pour ceux qui, évidemment, quand il y a un CHU dans les hôpitaux de Marseille, dans le GHT, il y a le CHU. Mais pour ceux qui seraient loin de Marseille, les GHT environnants, ils ont un lien, et il y a un lien obligatoire de prévu dans la loi entre le GHT qui n'a pas de CHU et le CHU à l'extérieur pour ce qui est des activités universitaires, etc. Donc, vous avez raison de poser la question. Le lien est prévu dans la loi et le CHU va bien au-delà de son GHT et collabore avec d'autres GHT sur le plan notamment universitaire, de répartition des internes, etc. Très bien, merci Alexis pour cette précision. C'est vrai qu'on l'avait pas développé. Et justement, on voit que l'exemple donc des Bouches-du-Rhône, ça montre que les représentants d'usagers doivent être force et moteur pour justement prendre cette place dans les GHT. Ça existe depuis 2016, si mes références sont bonnes. Est-ce qu'on a un peu un retour sur le fonctionnement de ces GHT en règle générale? Alors, c'est ma partie préférée parce que pendant les 2 années où j'étais là, en fait, si vous voulez, on disait, mais d'accord, très bien, on met en place des dispositifs de coopération territoriale, les GHT. Mais nous, notre question aux auditions parlementaires, et on se répétait, c'est quel effet bénéfique pour les usagers? Quel effet sur la démographie médicale? Quel effet sur l'organisation des soins? Et alléluia, heureusement, on a eu 2 rapports successifs, dont je vais vous en faire la synthèse très rapidement,
qui sont pas tendres, pour rien vous cacher, envers les GHT. On a un premier rapport de l'IGAS, donc de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est un corps d'inspection des dispositifs publics. Je vais vous en lire quelques extraits, vous allez voir, c'est éclairant. En décembre 2019, que nous dit ce rapport? De manière unanime, la lourdeur des instances du GHT se superpose à celle des établissements. 95% des GHT ne disposent pas d'un dossier informatique patient commun au sein du groupement. Il y a 2 à 5 logiciels patients différents au sein du GHT. Et là, j'en ai ressorti de ce rapport parce que ça m'a sauté aux yeux et qu'on est en visio régionale. Écoutez ça. L'attractivité des établissements privés exercés dans certaines disciplines ou spécialités, mais certaines équipes en quasi-rupture, donc le privé, et c'est notamment le cas en région PACA sur le littoral méditerranéen. Donc là, l'IGAS dit, c'est très bien vos GHT, mais il y a une telle attraction des établissements privés qu'ils n'arrivent pas à faire face. En 2020, en octobre 2020, on a eu la Cour des comptes qui a été très très dure aussi en disant les GHT les plus éloignés des métropoles demeurent les plus exposés au manque de ressources médicales, les empêchant de garantir le fonctionnement des services hospitaliers indispensables. Et là, il y a une remarque, je pense, qui va sauter aux yeux à notre représentant des usagers, c'est l'absence de secteur privé apparaît comme une anomalie liée en partie au caractère précipité de la réforme. C'est notamment le cas en matière de psychiatrie ou de la HAD. Donc là, la Cour des comptes dit qu'en fait, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, les GHT ont été très public-centrés et finalement, on a un peu laissé de côté toute l'hospitalisation privée, notamment, je pense à l'organisation des soins libérales, mais exactement aussi aux AHAD privés, exactement aux établissements psy privés. Donc, vous voyez que les critiques ont été nombreuses et finalement, qu'est-ce qu'on nous dit tout à l'heure, mais monsieur le représentant des usagers du GHT nous l'a aussi dit, qu'est-ce qui a bien marché en fait? Quand est-ce que ça a bien marché les GHT? C'est quand il y avait des coopérations préalables existantes. En fait, c'est ça le point à retenir, c'est que sur des coopérations qui fonctionnaient déjà, je pense notamment à des filières gériatriques, etc., à des filières en psychiatrie où il y avait déjà des établissements qui coopéraient, ben finalement, le GHT s'est avéré assez naturel. Quand il n'y avait pas de lien précédent entre les établissements, c'est un peu cata. Vous pouvez pas construire, ou en tous les cas, ça a été difficile à mettre en place, vous pouvez pas construire des coopérations sur rien. Et donc ça, c'est une des critiques majeures qui a été, enfin, je vous ai fait un petit extrait, mais voilà une des critiques majeures qui ont été faites dans les groupements hospitaliers territoires. Merci Alexis pour cette explication détaillée de ces rapports. J'ai vu que il y avait des questions justement sur les rapports et c'est vrai que beaucoup de RU sont surpris de ce qu'ils apprennent aujourd'hui et c'est tout le but de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de ce qui se fait dans notre territoire et pour que d'autres départements et d'autres GHT puissent se saisir de leur place dans les comités des usagers. Et justement, je me tourne vers vous, Monsieur Maquet, et Marie-Laure aussi, Loumedi Luna. Vous êtes tous les deux représentants d'usagers en GHT. Comment se passe la collaboration entre vous? Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer à parler. Peut-être Marie-Laure? Moi, je dirais que cette collaboration, elle se passe de manière active, sereine, dirais-je enthousiaste. Oui. Parce que nous avons tous la même volonté d'agir au service de tous les usagers. Et puis, nous avons pris connaissance, si j'ose dire, non seulement de l'objectif de notre action, mais également nous avons fait la connaissance de chacun d'entre nous et une connaissance mutuelle et partagée. Et je connaissais déjà un certain nombre de personnes, d'amis, qui partagent avec moi des responsabilités dans d'autres instances, conseil de surveillance, commission des usagers, maison des usagers, par exemple, de l'hôpital d'Aix. Bon, sur les 25 RU en GHT 13,
j'en connaissais 5 très très bien parce que je travaille avec eux de manière très régulière et continue. Et puis j'ai fait la connaissance de Jean-Yves, bien entendu, okay. J'ai fait la connaissance à travers le bureau de France Asso Santé de Guiret. Et donc, nous avons l'habitude maintenant de travailler par mail. Nous sommes vus, comme tu l'as si bien dit, Jean-Yves, et nous avons travaillé avec l'aide des moyens numériques. Voilà. France Asso Santé nous a accompagnés. Nous avons même une formation qui était prévue en présentiel le 8 décembre prochain et qui est un tout petit peu repoussée parce qu'elle sera en vidéoconférence. Voilà, nous avons pris l'habitude d'échanger et grâce à la coordination de Jean-Yves et l'action aussi de Guéret, nous avons pu, nous sommes vraiment un groupe qui travaillons efficacement en confiance. Ça, c'est très, très important. Et puis avec le même projet commun. Jean-Yves, vous voulez rajouter Je confirme tout ce qui a été dit et en particulier qu'il y a une très bonne ambiance entre nous, que nous formons en effet un groupe et qu'on a été contents de travailler ensemble et tous dans le même but. Et moi, quand il m'arrivait de mettre un mail pour dire tiens, là, j'ai eu un contact, il y a une décision à prendre, j'avais des réactions très vite de au moins 5 ou 6 personnes et toujours dans le même sens qui facilitait beaucoup les choses. Merci. Oui. Pardonne-moi, une question de Josiane, peut-être, je peux me permettre? Alors, on en parlera juste après. Ouais. Parce qu'on va faire la transition. Moi, je voulais juste faire le lien avec ce que disait Marie-Laure justement sur France Asso Santé PACA et notre rôle justement d'accompagnement des groupements hospitaliers de territoire. Tout a commencé il y a un peu plus d'un an avec le groupement hospitalier du Vaucluse. Qui nous a sollicité, donc qui est un plus petit GHT que celui des Bouches-du-Rhône, et qui était déjà un petit peu lancé sur leur pratique. Ils nous ont sollicité pour qu'on les forme. Et donc on a monté avec le service formation nationale de France Asso Santé une formation pour les accompagner dans leur rôle de représentants d'usagers des comités de groupements hospitaliers de territoire. Et grâce à ça, ils ont initié et lancé un projet de territoire. Ils ont pu mettre en place, ils ont passé un questionnaire et identifié un besoin d'améliorer l'accueil pour les personnes en situation de handicap dans l'ensemble des établissements du Vaucluse. Et donc, ils sont partis comme ça dans un projet commun qui va pouvoir servir tous les usagers de ce département sur quelque chose qui manquait, avec un pouvoir de frappe un peu plus important parce qu'on est sur un groupement hospitalier avec des moyens qui sont plus importants. Donc, nous, on a souhaité faire ce webinaire sur les groupements hospitaliers de territoire parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on impulse. Nous, on travaille avec l'Agence régionale de santé aussi, le service GHT, pour qu'il soit aussi moteur sur l'intégration des représentants d'usagers. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là et qu'on n'a pas encore gagné parce que je sais que certains départements sont encore en difficulté pour participer à tout ça. J'ai une dernière question sur ce sujet. Après, on va faire une transition. Une question à Alexis Vervial et Monsieur Maquet. On a bien entendu les freins qui ont été soulevés par les institutions sur le fonctionnement des GHT. Quelles actions concrètes devraient se saisir les représentants d'usagers et France Asso Santé pour que les intérêts des usagers soient à juste titre défendus dans les années à venir? C'est une grosse question, hein. Vous avez 2 heures. Alors, je veux bien commencer du coup très rapidement, mais déjà il faudrait changer le nom parce que groupement hospitalier de territoire, le territoire c'est justement pas que l'hospitalisation publique. Donc vous voyez que dans le groupement hospitalier de territoire,
en fait, il n'y a qu'une partie du territoire, puisqu'il n'y a pas les libéraux, il y a assez peu le privé, etc. Donc, en fait, après, on peut comprendre, hein, c'est une stratégie de groupe de l'hospitalisation publique, certes, mais le territoire. Donc, pour moi, pour faire évoluer favorablement, il faut qu'on arrive à faire rentrer dans la tête aux établissements et aux différents lobbies hospitaliers que si on veut réussir la question des parcours, hein, vous entendez partout la question de parcours, si on n'a que l'hospitalisation publique, on se plante, on passe à côté de la cible, puisque finalement le parcours du patient il s'arrête pas après l'hospite. Je dirais même que c'est même par là que les difficultés commencent. Donc, en tant que France Asso Santé, ce qu'on peut demander, c'est que le GHT il s'ouvre vers l'extérieur, il s'ouvre à la ville, qu'il y ait un travail commun avec le privé dans la psychiatrie, avec les établissements privés d'hospitalisation à domicile et surtout avec la médecine de ville. Parce qu'on sait aujourd'hui que les grosses difficultés quand même dans tout ça, c'est les sorties d'hospitalisation. Et donc, il est impératif sur le plan politique de pousser à ce que le GHT travaille avec ses partenaires sur son territoire. Ça, c'est mon point majeur. Et puis, au niveau des représentants des usagers, je ne vais pas tellement développer. Je pense que c'est plus là à Marie-Laure et à Jean-Yves de s'exprimer sur le sujet. Du coup, Jean-Yves, Marie-Laure, quelles sont vos préconisations? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir avec les RU en GHT? Jean-Yves, je te laisse la parole. Nous, dans les Bouches-du-Rhône, le travail a donc déjà bien commencé depuis 2 ans en psychiatrie. Là, maintenant, il va falloir qu'on fasse avancer dans les groupes de travail, dont certains ne se sont pas réunis depuis un moment à cause du Covid. Donc, il faut que ces groupes fonctionnent et qu'on s'investisse dedans, qu'on comprenne toutes les problématiques, toujours avec ce fameux état d'esprit de, premièrement, vouloir être constructif et puis, deuxièmement, se mettre à la place tout le temps des patients et des familles de patients. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui peut encore se passer dans l'avenir? Moi, je crois que si, dans les autres départements de la région, il y a aussi un développement des GHT, et si on peut se coordonner avec votre intermédiaire, France Asso Santé, ça n'en sera que plus riche. Je pense que les formations prévues, la formation des représentants des usagers du GHT, ça sera bien. En plus, ça va nous continuer à nous souder, à nous donner une culture commune, et des moyens d'action communs. Et puis ensuite, je crois que c'est comme dans nos hôpitaux, il faut qu'on puisse montrer qu'on apporte quelque chose. Et si on peut le faire, c'est comme ça que tout naturellement on continuera à venir vers nous. Il y a juste, moi Thomas, un point que j'avais oublié de mentionner très rapidement, c'est juste que en fait je pense que être différents RU issus de différentes CDU, il y a un effet auquel je pense les responsables publics n'avaient pas forcément pensé, c'est l'effet toi tu as accès comme ça aux plaintes et réclamations, moi c'est pas le cas. C'est bizarre, on fait partie du même GHT. Donc je pense que le GHT c'est une belle occasion pour nos représentants des usagers de faire de l'échange des pratiques, parce que déjà ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tous accès aux mêmes choses aussi facilement. Toi tu as une salle, on te donne une salle pour les réunions avec l'électricité et le chauffage. Moi j'ai même pas de salle, je suis obligé de faire des réunions dans la boulangerie d'à côté. Donc en fait je suis obligé je pense qu'il y a un effet majeur auquel les décideurs n'ont pas forcément pensé, c'est à mettre tous ces représentants des usagers ensemble, ils vont comparer leurs pratiques et j'espère qu'on va niveler vers le haut les pratiques des établissements qui sont le plus éloignés, qui n'arrivent pas à négocier avec leurs établissements. Voilà, j'arrête là. Marie-Laure? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je trouve que nous sommes dans la démarche que nous adoptons pour nos associations, les associations que nous animons. Nos associations, elles ne se cantonnent pas
à être des associations avec un impact purement local, mais elles sont dans la démarche de la régionalisation. Et c'est vrai que nous essayons de nous inspirer de bonnes pratiques, et c'est vrai aussi que nous essayons d'harmoniser toutes nos pratiques. En ce qui concerne les échanges entre ce qui se fait dans tel ou tel CDU, justement, France Asso Santé PACA nous a donné l'occasion de nous réunir et on a pu observer certaines disparités entre justement représentants des usagers qui avaient accès au dossier de réclamation et puis d'autres qui pouvaient analyser. C'est le cas, par exemple, dans mon établissement. Je peux analyser tous les jeudis matins en bureau de réclamation les plaintes qui arrivent à l'établissement avec l'ensemble des médiateurs et mes autres amis RU. Voilà. Merci pour ces exemples. Est-ce qu'il y a quelques questions, Frédéric, qu'on peut, pour finir un petit peu sur cette partie, avant d'entamer notre deuxième partie, parce que l'heure tourne. Bien sûr, mais c'est très intéressant. Il y a une question de Josiane sur quel lien y a-t-il entre PTA et la CPTS. Donc ça, c'est peut-être l'objet de la suite. Exactement. Si j'ai bien compris. Après, il y a pour quelles raisons les GHT restent un domaine incompréhensible pour les mutuelles? Ah, mais c'est un domaine incompréhensible pour beaucoup de monde. Hein. Tout à l'heure, je disais, il n'y a pas eu de communication publique dans la presse, notamment. On sait que les usagers lisent la presse quotidienne régionale. Hein, on est tous pareils. On lit on a ces journaux locaux. Si vous voulez, c'est un peu l'échec, mais parce que les usagers ne sont déjà pas au courant des dispositifs territoriaux, mais il n'y a pas eu une communication locale, circonstanciée, avec des réunions publiques. Nous, on demandait, en fait, à la mise en place des GHT, on a demandé à ce que il puisse y avoir, par exemple, en mairie ou dans des collectivités locales, des présentations du projet médical et des différentes filières. Et ben finalement ça a été très peu été fait et donc c'est pas étonnant que ça soit un mystère pour les acteurs qui sont pas directement dedans. Et donc je pense il y a une question qui est en lien, c'est comment en savoir plus sur le GHT quand on est RU. Je pense que la première demande, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, alors déjà c'est le projet médical du GHT est probablement sur le site internet du groupement, donc ou de l'établissement central, donc peut-être déjà procurez-vous le projet médical. Bon, ça, analysez-le, lisez-le, etc. Et la deuxième chose, à mon avis, pour commencer évidente, c'est demander en commission de GHT, en comité des usagers de GHT, une présentation des filières, soit par la direction de l'établissement, soit par un président impliqué médical ou non médical, hein, d'ailleurs, demander une présentation des filières, demander quelle est la gradation identifiée, demander ce que ça implique. C'est une des premières étapes, je pense, pour prendre en main en tant que RU ce GHT, lire le projet médical et demander une présentation des filières. Autre question, si je peux me permettre? Oui. Piatti, Louis Piatti, je ne sais pas comment fonctionne la coordination entre les six GHT de PACA. Existe-t-il un point d'entrée pour poser des questions? Alors il y a une coordination, tu me couperas Alexis, mais qui normalement est faite aussi au niveau de l'agence régionale santé de PACA, avec un service qui justement coordonne un petit peu les 6 GHT, mais sans vraiment de pouvoir administratif en disant voilà vous avez pas fait ça. Ils peuvent faire des remarques, des choses comme ça. Nous on est en lien avec ce service-là et on ne se manque pas de faire des propositions justement pour coordonner ces 6 groupements hospitaliers de territoire. Par exemple, on a soumis l'idée, comme au même titre que chaque année il y a un rapport des commissions des usagers des établissements de santé, nous on a émis l'hypothèse que justement l'ARS pourrait faire une synthèse des comités des usagers de la région et vérifier un petit peu s'ils se sont bien tenus et
un petit peu ce qui avait été traité dedans. Bon, après, on nous entend ou pas, mais l'ARS, oui, a un rôle de chapeautage des SI GHT. Alors oui, et par ailleurs, je rajouterais juste que la FHF, donc la Fédération hospitalière de France, qui comprend les établissements de santé de la région. Il y a des groupes de travail, il y a des groupes d'échange, ils réfléchissent sur comment ils s'organisent. Donc, ils se coordonnent en général via les dispositifs, les lobbies régionaux que sont la Fédération hospitalière de France pour PACA. Super. Les autres questions, à la rigueur, on les note et puis on essaiera de vous répondre sur notre site internet avec des références si vous voulez. Puis de toute façon, vous avez nos coordonnées sur le... Alors, je précise que toutes vos questions seront transmises in extenso aux organisateurs et qu'ils auront la possibilité nominalement ou généralement d'y répondre. Comme ça, si je passe à côté de certaines questions, je vous prie de m'en excuser, mais ce ne sera pas de leur faute, mais ils auront leur faute. La possibilité. Merci Frédéric. Alors, bon, on l'a bien compris, hein, les groupements hospitaliers de territoire avaient une vocation territoriale qui était affichée. Leur rôle est de conduire les établissements publics de santé d'un même territoire à se coordonner autour d'une stratégie de prise en charge partagée. Quand on parle de coordination sur nos territoires, comment ne pas aborder le sujet des plateformes territoriales d'appui, qui sont des regroupements de coordinateurs qui visent à offrir une prestation de service à destination des professionnels et des familles. Ils œuvrent à la gestion de situations que les professionnels de santé ne peuvent pas traiter par eux-mêmes. Alors pour parler de ce sujet, on a la chance d'avoir aujourd'hui Madame Charef Rachel, qui est coordinatrice à la PTA, Pratique Santé. Donc je vais lui laisser la parole pour nous présenter un petit peu ce qu'est une plateforme territoriale d'appui. Bonjour. Donc, alors je vais parler pour la PTA que je représente, même si le dispositif est national. Donc, pour la petite précision, Pratique Santé qui porte notre PTA couvre Marseille et le territoire d'Aubagne et La Ciotat. Une PTA, elle vient en soutien, elle propose un soutien aux professionnels. Alors, de santé, dans un premier temps, c'était le cœur de cible, mais rapidement, ça s'est étendu aux professionnels du médico-social et du social. L'objectif, c'est en fait de leur apporter un appui dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur prise en charge des personnes en parcours de santé dit complexe, avec une définition très souple de la complexité. L'objectif, c'est de partir du ressenti du professionnel qui fait appel à nous. Donc, de manière concrète, via une permanence téléphonique, l'équipe pluridisciplinaire de la PTA propose avant tout une écoute bienveillante, un temps privilégié pour réfléchir ensemble à des solutions pratiques qui viendraient à mobiliser les ressources du territoire. Et enfin, pour petite précision sur les critères éventuels qui existeraient, la PTA répond à toute situation, quel que soit l'âge, la pathologie ou le handicap, et intervient avec l'accord de la personne et, le cas échéant, du médecin traitant s'il y en a un. D'accord, super, merci pour ce petit tour des missions de la PTA. Je me tourne vers vous, Marie-Laure. Vous êtes représentante des usagers en PTA. Comment êtes-vous devenue représentante d'usagers en PTA et quelles sont vos missions dans cette organisation? Bien, effectivement, je suis actuellement membre du comité de pilotage de la plateforme territoriale d'appui à Port Santé, qui se réunit 2 fois par an, le comité de pilotage. Et si je voulais faire un petit peu d'histoire, je vous citerai volontiers 3 dates. Vous connaissez mon goût pour les discours tripartites. Alors, 2000, c'est la création du réseau de santé diabète, création du réseau de santé par les professionnels de santé autour de la thématique du diabète. Et c'est là où nous avons prêté, c'est à cette occasion que nous avons prêté notre concours en tant que bénévole de la Fédération française des diabétiques et plus particulièrement bénévole de la FDDEX Pays-de-Provence que je représente, l'association locale. 2013, création de l'association Apport Santé, loi 1901,
issu de Diabex, avec une évolution évidemment plurithématique et polyvalente. C'est Apport Santé devient donc un centre d'orientation et de coordination en santé. Enfin, en 2016, Apport Santé, association loi de 1901, devient plateforme territoriale d'appui pour les territoires hors Marseille, hors agglomération marseillaise, du 13, du 4.000 et du 0405. Apport Santé a là, évidemment, encore toute notre collaboration. Et les relations avec l'association que je représente ont toujours été très étroites, avec des entités successives mais complémentaires, si j'ose dire, et avec des compétences élargies que représente la PTA pour santé. En quoi ces relations ont-elles été très étroites? De par d'abord mon rôle de bénévole patiente experte de la Fédération française des diabétiques, de contribuer, comme beaucoup d'autres patients experts, au programme d'éducation thérapeutique organisé d'abord par Diabex et ensuite par Apport Santé. À présent, et d'autre part, mon rôle de représentante des usagers élus au bureau de France Asso Santé PACA et de la commission des usagers du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Vertuis m'ont conduite à accomplir justement l'émission d'accompagner d'une part, en fonction de ces deux pôles, bénévoles patientes expertes et représentantes des usagers, une émission en premier d'accompagner les patients diabétiques et leur entourage, et au-delà des patients diabétiques, ce qui me tient à cœur, c'est l'accompagnement de tous les malades chroniques. Et c'est pour cela que nous avons été à l'initiative de la maison des usagers de l'hôpital d'Aix, qui recouvre et qui regroupe 12 associations de patients et d'aidants. Accompagner donc les patients diabétiques et leur entourage et les patients porteurs de maladies chroniques, notamment les plus fragiles qui retiennent évidemment le plus notre attention. Et puis, dans un second volet, porter la voix des usagers au sein même de la plateforme territoriale d'appui. Super, merci Marie-Laure. Je me tourne vers vous, Rachel Charef. Que fait concrètement une plateforme territoriale d'appui sur le terrain? Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous faire un petit exemple? Alors, de manière très pragmatique, lors d'un appel, en fait, l'équipe de la PTA analyse la demande qui lui est présentée pour identifier les besoins, ceux du professionnel et de la personne concernée. Parfois, ce ne sont pas les mêmes. Donc, soit les besoins repérés sont couverts par les ressources du territoire, et à ce moment-là, la PTA oriente et présente cette ressource en facilitant la mise en lien. Soit les besoins repérés ne sont pas couverts, ou alors ils sont inaccessibles ou inadaptés. Et à ce moment-là, la PTA propose un appui à la coordination de manière concrète. Alors, par exemple, elle facilite justement la mise en lien des différents professionnels qui interviennent autour de la personne concernée, voire même elle favorise leur mise en place, leur intervention. C'est de ça dont on parle quand on parle d'appui. La PTA a aussi un rôle important de veille territoriale, donc elle réalise un travail de recensement des ressources du territoire, justement, de repérage des problématiques, des points de rupture des parcours, et puis elle fait des remontées aux différentes instances, sur l'échelon local ou départemental ou régional. Et enfin, une PTA participe, voire anime des groupes de travail pour construire des outils communs et partagés avec l'ensemble des professionnels. D'accord, merci.
Et je vois qu'il y a une question, je pense que on pourrait la poser maintenant. Est-ce que en matière de sur la psychologie, enfin psychiatrie, est-ce qu'il y a vous auriez un exemple d'action d'une PTA pour un médecin? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure, par exemple? Oui, alors sur Marseille en particulier, qui est un territoire déjà en soi qui aurait mérité une PTA juste pour Marseille. On a énormément de difficultés de personnes qui ont des troubles psychiques en lien avec leur habitat. C'est très important sur Marseille. Et on est amené parfois à orienter les professionnels de santé vers des équipes très spécifiques. Alors je pense au réseau santé Marseille Logement, qui permet de réfléchir à des situations plus que complexes, inédites, avec des professionnels de tous les champs, dont les bailleurs. Et ce qui est très très important pour réfléchir à l'habitat. Et sinon, des équipes dédiées. On a une équipe dédiée très récente à Marseille qui intervient pour les personnes, qui souffrent de Diogène ou en tout cas de situations d'incurie de logement importantes. Donc, on a comme ça quelques leviers et ça permet aux professionnels de santé sur des questions très 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 aiguës et qui prennent toute la place dans un parcours de ne pas être seul dans sa pratique. Super, merci pour cet exemple concret. Je me tourne vers vous, Marie-Laure. Comment vous participez concrètement aux actions de la plateforme territoriale d'appui en tant qu'usagère? En tant que bénévole de patiente experte, j'accompagne le programme d'éducation thérapeutique du patient et surtout, je co-anime avec les professionnels de santé à l'origine de la conception du programme et de l'animation, bien entendu. Je co-anime les séances autour du vécu de la maladie. Donc là, vous savez que depuis 2013, nous avons mis en place une plateforme téléphonique à l'association, à l'AED, l'association des diabétiques que je représente, et nous avons très souvent, du lundi matin au dimanche soir, des patients diabétiques ou leur entourage qui appellent, et leur entourage d'abord, ils appellent avec leur entourage, qui appellent un petit peu au secours sur la façon dont on pourrait les aider. Et comme évidemment à l'association, on n'intervient jamais sur le champ médical, on oriente vraiment de manière précise tous ces appelants, si j'ose dire, vers les programmes d'éducation thérapeutique les plus près de chez eux. Et par exemple à Aix, par exemple à Gardanne, par exemple à Salon-de-Provence, par exemple dans tout le territoire que nous couvrons. Voilà. D'accord. Est-ce que du coup, par exemple, Rachel Charef, je suis donc un patient ou j'ai un proche qui a des difficultés. Est-ce que je peux saisir moi directement la plateforme territoriale d'appui en cas de situation complexe? Alors, on a été confronté à ça très tôt. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on existe, puisque Pratique Santé a été créée pour porter la PTA. Nous n'existions pas avant. Et on a assisté à ce phénomène, mais qui est intéressant, puisque les personnes nous ont appelé massivement très tôt, se considérant elles-mêmes en parcours de santé complexe. Et lorsqu'on faisait le lien avec les intervenants autour et parfois avec les médecins traitants, le constat était souvent le même, mais avec des visions différentes. Et ça nous a permis parfois de clarifier un parcours, de le favoriser dans son accès ou dans son maintien. Et ça reste constant, même si aujourd'hui on a une grosse partie, une majorité des demandes de professionnels qui nous appellent. On a toujours un nombre important de personnes ou proches qui nous appellent pour se signaler, parfois sur les conseils d'un praticien, mais parfois un peu par le hasard de la communication. Et c'est toujours intéressant quand les personnes parlent d'eux dans ces termes-là. Et du coup, nous, on est une association, enfin une union d'associations agréées. Est-ce que les associations, si elles ont un de leurs appelants qui est en une situation complexe, est-ce qu'ils peuvent également vous passer, vous transférer cette situation au sein de la PTA? Tout à fait. Oui. Il y a le public comme premier contact n'est absolument pas un frein à notre niveau et dans la mesure où on peut après travailler, puisqu'on a l'accord de la personne avec ses intervenants, ou
dans la mise en place des intervenants si on est dans un accès à un parcours de soins, ne pose pas de souci et même ça permet justement d'affiner notre écoute quand c'est une personne elle-même qui parle de son parcours. Et ça permet de restituer ce ressenti-là aux professionnels aussi. C'est intéressant, c'est un circuit qui est intéressant dans la manière de nous appréhender. En tout cas, n'importe qui, par principe, si elle en ressent le besoin, peut nous contacter. Alors, il faut qu'on soit, nous, le plus disponible possible. Merci. Je me posais une question et je vais me tourner vers Alexis. Pour les GHT, on a parlé de représentants d'usagers avec un mandat. Pour une plateforme territoriale d'appui, on parle de mandat, est-ce qu'il faut être mandaté par une instance? Comment ça se passe? Alors, mon cher Thomas, c'est moins clair. Autant, c'est moins clair, cela dit. En quoi c'est moins clair? C'est que les textes précisent en fait que je sais plus exactement comment c'est formulé dans le texte sur les PTA DAC, mais il y a, je crois que c'est participe à la gouvernance. Enfin, je sais plus exactement comment c'est formulé. C'est pas aussi formulé aussi clairement que dans les GHT, où finalement dans les GHT vous avez la loi, les décrets. Les PTA, il me semble que l'organisation notamment des conseils d'administration et des groupes de travail sont plutôt à l'acception des gens qui dirigent la PTA, et donc ça laisse une forme de souplesse. Cela dit, dans l'analyse que j'en fais aujourd'hui, moi, je connais très peu de PTA et de DAC qui n'ont pas intégré d'usagers ou de représentants des usagers, parce que les parcours complexes, ça parle beaucoup évidemment aux associations des usagers, et en général ça va même jusqu'à la création d'un collège usager dans les conseils d'administration ou autres. Donc si vous voulez, il y a un formalisme moins important peut-être au niveau des textes, mais je trouve qu'il y a une participation plus accrue dans les instances du fait que c'est une mission sur les parcours, sur la complexité des parcours, qui est évidemment du ressort des associations et des usagers. Voilà. D'accord, merci Alexis pour cette précision. Donc rien de formalisé, c'est les représentants d'usagers ou des usagers qui se rapprochent ou qui sont contactés directement de par leur expérience sur les parcours complexes, qui sont mobilisés et sollicités. Voilà, en tout cas, il n'y a pas un arrêté de nomination du DGRS comme dans les CDU ou comme dans les conseils de surveillance. Mais voilà, il y a une participation accrue et plus que pertinente. Très bien, merci. Oui. Une petite remarque, je précise que sur le chat, Sylvia a eu la gentillesse de partager un lien pour répondre à la question de Catherine: à quel numéro ou mail peut-on les joindre? Y a-t-il un site? Donc, je vais mettre la réponse en stick au-dessus pour que tout le monde puisse en bénéficier. Merci Sylvia. En effet, Frédéric, il y a plusieurs plateformes territoriales d'appui en fonction de territoire. Donc, l'idéal, c'est de regarder par rapport où vous vivez, où la personne vit, et de vous rapprocher de la plateforme territoriale d'appui en lien. Merci Sylvia pour ce lien. Je me tourne vers vous, Rachel Charef. Que pensez-vous justement du fait d'intégrer des usagers dans la plateforme territoriale d'appui? Alors, pour faire le lien à ce que je disais tout à l'heure, nous, depuis la première heure, on est en lien avec le public, donc c'est vrai que la plus-value, elle est essentielle. Après, on est jeune PTA, donc c'est vrai qu'on a eu à intégrer plusieurs chantiers successifs, dont le DAC qui est en cours. Mais voilà, ça fait partie des prochaines étapes. On avait aussi besoin de nous mûrir et d'être mieux repérés par notre territoire, et nous-mêmes de le connaître suffisamment pour pouvoir en parler aux personnes. Mais c'est largement d'actualité, avec un souci aussi d'accompagnement de ce processus démocratique. C'est important, ça se décrète pas. Et que l'objectif, c'est de ne pas exposer les personnes à cette participation, mais au contraire de les associer lors d'un copil ou sur des groupes de travail qu'on met en route actuellement. Mais oui, l'équipe est très désireuse, voire même frustrée que ce ne soit pas encore le cas. Et du coup, Marie-Laure, vous qui êtes déjà sur cette posture de RU en plateforme territoriale d'appui, que pensez-vous de la plus-value d'intégrer des usagers donc dans cette plateforme? Je pense que les responsables de la plateforme territoriale d'appui sont très conscients de la plus-value qu'on peut apporter. Je n'en veux pour témoin que le dernier appel que nous avons eu, Thomas. Oui. Excusez-moi.
par Madame la directrice de la plateforme territoriale d'appui d'apport santé, qui nous a demandé de revoir, de contribuer à l'élaboration d'un petit fascicule à destination des usagers concernant les droits, leurs droits. Donc, je pense que c'est très, très important. Et vous savez certainement que la candidature du projet du territoire couvert par la PTA à Apport Santé a été validée par les instances nationales dans le cadre de l'appel à projet national e-parcours. C'est depuis 2017 et depuis l'atelier de cadrage de juillet 2019, d'ailleurs, que nous travaillons en étroite collaboration avec la PTA sur ce projet de e-parcours du territoire Apport Santé. C'est d'autant plus précieux qu'avec le virage numérique et l'accélération du virage numérique dû à la crise sanitaire que nous vivons, nous sommes obligés aussi de travailler en distanciel, comme l'on dit, et c'est très très précieux qu'on puisse travailler en coordination. Et donc, ce que je dirais, moi je trouve qu'effectivement, de mon point de vue, mais c'est un point de vue qui ne peut être que partiel, le représentant des usagers a toute sa place dans une collaboration avec une plateforme territoriale d'appui, mais je pense surtout, et c'est ce qui nous encourage à continuer, à poursuivre dans ce chemin, je pense surtout que les membres de la PTA sont désireux qu'on collabore et surtout d'accroître cette collaboration de toutes les façons possibles. Et là, nous travaillons vraiment en étroite collaboration. Thomas, pour info, j'ai mis dans le chat l'article du Code de la santé publique et qui reste quand même assez large sur les DAC qui dit voilà, intégrant notamment des représentants des usagers. C'est bien là, mais on voit bien que c'est à l'acception des organisateurs de la plateforme. D'accord. Et justement, on parlait tout à l'heure j'ai entendu dispositif d'appui à la coordination. Du coup, je me tourne vers vous, Rachel Charef. Qu'est-ce que c'est ces DAC ? C'est un terme qui est plus impressionnant que ça en a l'air, en fait. Mais nous aussi, on a été impressionnés au début. Ce qui est important de savoir, c'est que, alors, c'est un dispositif d'appui à la coordination et l'objectif, c'est d'unifier plusieurs dispositifs existants qui concourent à cette coordination. Après, ça ne veut pas dire grand-chose pour tout un chacun. Ce qui est important de se dire, c'est que on démarre pas de zéro, bien évidemment. La PTA travaille déjà en étroite collaboration avec les fameux dispositifs concernés. Je pense au Maya, je pense au réseau de santé, par exemple, et j'en oublie. L'objectif, c'est de renforcer cette coopération, de lui donner une structure plus forte au niveau de son organisation, au niveau des moyens, mais surtout de la rendre plus lisible, de ne pas multiplier les portes d'entrée, et puis de pouvoir surtout, en tout cas c'est le souhait de la PTA, s'appuyer sur les regards et les expertises de chacun pour être dans des réponses les plus pertinentes et les plus sur mesure possibles. D'accord. Et du coup, je reviens à la question de Josiane, je crois, tout à l'heure. Est-ce que du coup, le lien avec les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, vont être aussi mis en place avec les DAC ? Alors, c'est le même principe, en fait. Depuis le début, les CPTS se sont rapprochés de nous un petit peu naturellement, à différents stades, puisqu'en PACA, elles sont dans des stades d'évolution très variés. Certaines sont au tout début dans la recherche de projets, et elles nous ont sollicité pour réfléchir ensemble au constat sur le territoire, aux remontées de problématiques dans l'offre de santé et dans la prise en charge des parcours complexes, justement. Et puis après, de manière beaucoup plus organisée, voire reconnue, sur le partage réciproque de situations qui amènent en butée les uns les autres, pour essayer de penser large, pour diffuser dans nos réseaux respectifs des besoins inaccessibles ou voire inexistants, faire des remontées communes. Donc là aussi, le lien, il est déjà existant, il est expérimenté au quotidien, il y a un grand respect, un vrai échange mutuel. Et l'objectif, c'est que ça se concrétise sous des formes peut-être différentes, mais en tout cas, le travail est en marche depuis le début.
Super, merci. Du coup, Marie-Laure, je me tourne vers vous. Comment vous avez été associée à ce changement DAC, enfin PTA, DAC? Est-ce que vous avez été associée à cette modification? Bien, oui, mais je sais qu'il y a eu plusieurs séances de travail avec les membres d'Apport Santé pour justement ce rapprochement PTA-DAC. Hein, mais les liens que nous cultivons sont très simples et très cordiaux, ce qui fait que à chacun des changements programmés, je suis sollicitée pour donner mon avis, ce qui est très, très intéressant et en même temps, cela se fait naturellement. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, nous avons une très longue histoire de collaboration et, comme disait Madame, de respect mutuel. Voilà. Super, merci. Moi, je voulais rajouter une petite chose. France Asso Santé aussi, PACA, travaille sur les dispositifs d'appui à la coordination. On est habilité à donner nos avis au pouvoir public sur les questions qui relèvent du fonctionnement du système de santé et de proposer des mesures. Et justement, on a été sollicité lors du comité de pilotage régional par l'Agence régionale de santé le 9 mars 2020. On a rappelé l'importance justement de prendre en compte les intérêts des usagers et on a souligné que les représentants des usagers issus d'associations agréées du système de santé devaient être associés aux préfigurations des projets de dispositifs d'appui à la coordination. On a précisé plusieurs points de vigilance aussi et des observations à l'attention des préfigurateurs qui répondent à l'appel à projet DAC, donc c'est les PTA, hein, les plateformes territoriales d'appui, notamment. Une attention particulière sera portée par France Asso Santé sur l'intégration de ces représentants d'usagers au fonctionnement de ces dispositifs. Les 4 points qu'on a préconisés sont de permettre la participation effective des représentants d'usagers, être au plus près des réalités territoriales des usagers grâce à la proximité de leurs représentants et des associations agréées, donc être avec des RU du territoire concerné, de prévoir et d'encourager la mise à disposition de moyens qui sont nécessaires pour que les RU puissent remplir leur mission. Et donc on parle un petit peu quand même du défraiement aussi, comme dans le milieu hospitalier. Et puis venir à un appui de la population, patients aidants de leur territoire. Voilà un petit peu aussi les préconisations qu'a fait France Asso Santé sur cette question. Je me tourne vers toi, Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va bientôt finir ce webinaire, parce que l'heure a bien tourné. Non, pour le moment, non. Je mets juste le poste de Sylvia, je me suis trompé, pardon, sur le contact que vous pouvez avoir auprès de France Association Santé PACA, justement. Josiane, il faut renforcer le lien hôpital-ville et les RU peuvent intervenir à ce niveau pour donner plus de cohésion et de compréhension mutuelle car nous sommes sur le terrain. Voilà. Super. Et, alors, peut-être la question de Franck, le CPTS 04 va-t-il mettre en place SOS Médecins avec des représentants d'usagers? Alors, c'est une très bonne question parce que on va pas y répondre aujourd'hui, Franck. Je suis désolé, mais les CPTS, on va en discuter la semaine prochaine. Donc, j'invite Franck à venir la semaine prochaine à notre webinaire justement pour poser cette question parce qu'on aura la chance d'avoir l'URPS médecin, donc l'Union régionale des professionnels de santé, médecins libéraux, qui sera là pour parler des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, qui n'hésite pas à venir, il sera tout à fait en mesure de répondre à cette question. Eh bien, on va conclure du coup pour ce premier webinaire. Ta conclusion, si tu me permets, juste que je reprécise que vous aurez accès au replay sur le lien, le site de France Association Santé PACA, que vos questions seront transmises évidemment in extenso à l'association pour qu'elle puisse y répondre sans aucun problème. Donc, le replay, n'hésitez pas. Super. Donc on tient à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité des échanges qui sont tenus aujourd'hui. Et vraiment, on vous remercie de tout notre cœur d'avoir été là pour ce premier webinaire PACA
qui ne sera pas le dernier du coup. On remercie également tous les spectateurs qui nous ont rejoints tout au long de ce premier volet. On vous invite à vous inscrire sur le deuxième volet la semaine prochaine, qui sera dans la continuité de ce premier webinaire, où on abordera cette fois-ci la question des communautés professionnelles territoriales de santé, et puis également des contrats locaux de santé. Donc on va redescendre un petit peu sur le territoire, vraiment au plus près de nos villes, et on vous donne rendez-vous donc le 7 décembre prochain à 16h pour découvrir cette nouvelle expérience RU professionnelle. Alors inscrivez-vous donc sans plus attendre. Vous avez déjà eu le lien, on va vous le renvoyer dès demain, et on vous dit à bientôt et à la semaine prochaine. Et on remercie le CLEF pour l'organisation en amont. Bien sûr. Merci à nos intervenants. Merci à le CLEF et merci Fred, qui a sorti son plus beau soupul pour l'occasion. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, portez-vous bien. Oui, au revoir.